Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez les livres du jour au fil des pages, dirigés par Benoît Mancheron, assisté de Véronique. Émission préenregistrée le 24 septembre 2012, diffusée pour la première fois le mercredi 26 septembre 2012 de 10h45 à 11h45, puis l'après-midi de 14h à 15h, le jeudi 27 septembre de 6h à 7h et samedi 29 septembre de 18h à 19h. Cette émission est réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission car elle a été préenregistrée, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Amis auditeurs et auditrices, bonjour. Véronique est à mes côtés. Et j'invite aujourd'hui une personnalité, on peut dire, que vous avez eu l'occasion d'entendre ces jours-ci chez notre ami Emmanuel Ratier, et qui rencontre d'ailleurs un succès de dédicace absolument extraordinaire à Paris, Jean Morel. Oui, mes livres se sont extrêmement bien vendus, j'étais le premier surpris. Ça s'est tellement bien vendu que pour faire des dédicaces, j'ai fini par avoir mal au poignet. Des centaines et des centaines de dédicaces. Alors, mon invité donc aujourd'hui, Jean Morel, pour un livre Guérilla et contre-guérilla. C'est un livre tout à fait extraordinaire parce que sans équivalent aujourd'hui chez les éditeurs. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de livres aussi précis que ça. Ce livre, c'est une véritable encyclopédie sur un sujet d'une brûlante actualité et qui risque de le devenir encore plus. Mais alors, vous l'avez voulu extrêmement complet, ce livre. Bon, vous êtes un homme d'expérience. Hein, on peut dire que vous avez mené des guérillas. J'ai une certaine expérience, oui. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Et vous avez voulu non seulement, on pourrait dire, essayer de trouver une doctrine, une définition d'abord de la guérilla, et surtout d'indiquer, de donner des repères à la fois chronologiques de ce qu'elle a pu être au XXe siècle, et nous donner les moyens non seulement de la comprendre, mais éventuellement de la combattre ou de la pratiquer. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à vouloir théoriser tout cela, Jean Morel ? Eh bien, écoutez, j'ai passé 5 années de ma jeunesse à pratiquer la lutte anti-guérilla. Ça m'a donné beaucoup à réfléchir, et il s'est ensuit... Alors, vous l'avez pratiqué en Indochine. Je l'ai pratiqué en Indochine pendant presque 3 ans, et ensuite dans l'ex-Congo belge, dans différentes provinces, dont la province du Katanga. C'est quelque chose qui m'a donné beaucoup à réfléchir. Et je dois dire que pendant presque 5 décennies, j'ai réfléchi sur le sujet pratiquement sans interruption, en me documentant sur tout ce qui s'était passé ailleurs. Et je me suis rendu compte que finalement, peu de professionnels ont réalisé que pour vaincre une guérilla, il ne s'agit pas d'occuper le terrain. Avec des armes, avec des missiles, avec des canons, vous pouvez gagner des batailles. Mais une guérilla, pour l'écraser, il faut la couper du peuple qui la soutient. Alors, avant de dire ça, une guérilla, quelle est votre définition de la guérilla ? C'est une guerre révolutionnaire ? C'est une guerre irrégulière, comme dirait le réalisateur de cette émission ? C'est la lutte du faible contre le fort pour défendre sa foi, son identité, ou tout simplement sa patrie, ou une idéologie quelconque, voire une religion. Donc c'est toujours la guerre du faible contre le fort. C'est une guerre asymétrique. Les Gaulois l'ont faite, mais il leur manquait des soutiens extérieurs, parce qu'une guérilla doit aussi avoir des soutiens extérieurs.
Lorsqu'une guérilla, même si elle a l'appui du peuple, n'a absolument aucun soutien extérieur, elle risque d'être exterminée. C'est ce qu'on a vu en Angola, lorsque l'UNITA de Savimbi a fini par perdre sa guerre contre le MPLA. Alors, Jean Morel, votre expérience du Viet Minh, vous cultivez vis-à-vis du Viet Minh à la fois on peut dire pas une admiration, mais une certaine, oui, on peut dire une certaine considération, en même temps évidemment qu'une exécration par rapport à l'idéologie communiste, l'idéologie d'Ho Chi Minh, que par ailleurs vous avez pu constater être un homme fort peu ascétique. Oui, moi je pense que Ho Chi Minh a été fort en ce sens que, pour parvenir à son communisme, il a utilisé le patriotisme des Vietnamiens. Et chez les Vietnamiens, le patriotisme, c'est quelque chose d'atavique. Ce sont des gens qui ont lutté pendant 1000 ans pour se libérer du joug chinois, et cela a continué de façon sporadique. Donc, Ho Chi Minh a surtout utilisé le patriotisme. Et les Français, d'après moi, ont fait une grave erreur en s'accrochant à leur esprit colonial pour conserver l'Indochine sous forme de colonie, alors que dès les années 1930, la bourgeoisie vietnamienne, francophone, et je dirais même francophile, s'ils étaient nationalistes, auraient pu avec nous créer des liens d'amitié, développer une autonomie progressive, dans l'amitié, la compréhension, qui aurait abouti à une indépendance dans l'amitié, comme ça s'est passé par exemple entre le Portugal et le Brésil, ou même en Côte d'Ivoire avec Houphouët-Boigny. Oui, effectivement, ce sont de bons exemples. Ou dans certaines colonies anglaises. Ou dans certaines colonies anglaises, ça s'est mal passé parce que on s'est accroché trop longtemps, et surtout avant la Deuxième Guerre mondiale. Nos services de police ont écrasé les nationalistes qui, bien que voulant l'autonomie puis l'indépendance, étaient nos amis potentiels. On a dévasté ces gens-là. On a dévasté la guérilla et pas la guérilla, l'esprit des. On a dévasté les partis nationalistes, laissant libre le champ aux communistes qui, eux, étaient nos ennemis irréversibles. Et qui donc ont eu recours à la guérilla contrairement aux autres, qui n'existaient plus. Et oui, exactement. Il y a eu au début un parti que le VNDK, le Vietnam Doc Lap Dong, mais ces gens-là n'ont pas été très sérieux. Les communistes ont réussi à monter une guérilla sérieuse, et eux seuls. Alors, votre théorie justement de la guérilla, votre théorisation de la guérilla, elle s'inspire directement de ce qu'a pu pratiquer Ho Chi Minh, ou vous l'avez nourri parce que votre bibliographie est considérable, hein, c'est un ouvrage d'abord. Mais c'est-à-dire que la guérilla, c'est un gros volume, de près de 500 pages. Je me suis beaucoup inspiré de ce qu'a dit Ho Chi Minh. Oui. J'ai lu également, bien entendu, les livres de Mao Tse-tung, mais j'en ai lu d'autres. Par exemple, il y a eu des guérillas anti-japonaises en Malaisie. Vous avez le colonel Chapman, un Anglais, qui a fait paraître un livre qui s'appelle The Jungle is Neutral, dans lequel il explique comment il faisait la guerre aux Japonais depuis la jungle, en s'appuyant surtout sur des guérilleros communistes, mais qui, pour la circonstance, étaient l'allié des Anglais contre les Japonais. Oui, parce que je précise quand même que votre livre comporte 10 pages de bibliographie. Ah oui, absolument. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur le sujet, parce que même si je connais beaucoup de choses, je suis absolument pas infaillible, je ne connais pas absolument tout, et j'ai voulu prendre chez les autres ce qui est bon, et je m'en cache pas du tout. Et je vous avais d'ailleurs j'avais d'ailleurs évoqué avec vous dans cette antenne le cas de Trinquier. Vous m'avez dit que même si vous n'avez pas participé à la guerre d'Algérie, le colonel Trinquier a commis un ouvrage de la guerre subversive extrêmement éclairant. Et la guerre moderne également. Et la guerre moderne. Oui. Non, là c'est la guerre moderne. Il y a la guerre moderne. Oui. C'est un des livres passionnants qui a été écrit sur le sujet. Et le colonel Trinquier, en Indochine, commandait ce qu'on a appelé le GMO, c'est-à-dire ce qui a suivi le GCMA, groupe de commando mixte aéroporté, qui était le GMO, qui était, si vous voulez, qui enveloppait les maquis pro-français anti-Viet Minh, et qui ont combattu très longtemps jusque sur la frontière de Chine. Alors, quel type de guérilla distinguez-vous? Est-ce que vous distinguez plusieurs types de guérillas? Bah oui, il y a les guérillas qui cherchent à obtenir une indépendance nationale face à un oppresseur étranger. Il y a des guérillas
qui sont créées, si vous voulez, par des conditions sociales inacceptables. Lorsqu'un pays est vraiment trop pauvre et qu'il y a une petite oligarchie qui ramasse tout. Il y a des guérillas qui peuvent avoir, lorsqu'une religion minoritaire est plus ou moins pressurée, à chaque fois qu'un faible a affaire à un fort, il se livre à la guérilla s'il le peut. Est-ce que vous englobez les guérillas liées au trafic de drogue Alors moi je les appelle, oui, les narco-guérillas, oui, mais alors là ce sont des choses immondes que je condamne avec la dernière énergie. Par exemple, vous aviez en Birmanie toutes les minorités ethniques qui ont leur propre armée, j'en parle dans mon livre. Bon, mais ces gens-là, pour se financer, ils ont recours à la drogue. Sauf, il faut bien le dire, les Karen. Les Karen qui sont des chrétiens, d'ailleurs ils ont eu pas mal de revers, qui se sont toujours en Birmanie refusés à toucher la drogue de près ou de loin. En Amérique du Sud, toutes les guérillas se livrent au trafic de drogue. Qu'il s'agisse des FARC, de l'ELN, ou même dans le passé du Sentier lumineux du Pérou, tous se financent par la drogue, la protection des trafiquants de drogue, ou même la taxation des producteurs de coca. Ce fut le cas de Fidel Castro, ou pas? Ah non. À ma connaissance, Fidel Castro n'a jamais touché à la drogue. Je sais que l'un de ses adjoints très près de lui, je crois que c'était le général Ochoa, aurait été accusé d'avoir touché la drogue et il a été fusillé par Fidel Castro. Oui. Donc on peut considérer que c'est c'est général, mais pas à Cuba. Cuba est assez politique. Chargé comme ça par les Américains, sans ajouter davantage. Et d'autant que vous connaissez assez bien l'Amérique du Sud. Bon, j'ai fait quelques voyages en Amérique du Sud et je me suis rendu compte que toutes les guérillas là-bas se financent par le trafic de drogue parce que on se demande par quoi ils pourraient se financer à moins d'attaquer les banques, comme faisait Staline dans sa jeunesse en Géorgie. Alors, est-ce la raison pour laquelle vous n'êtes pas fixé dans cette région de la planète? Ah, pas du tout. Je voulais voir ce qui se passait. Parce que vous êtes un grand, je pense que vous en avez déjà parlé, mais vous êtes un grand admirateur de l'Asie. Ah oui, oui, bien sûr. Bon, l'Asie, c'est mon pays d'adoption. Et vous considérez que l'Empire du Milieu est véritablement le sommet? Mais écoutez, de ce en qu'on Asie, fait d'intelligence, d'art, en Asie, vous de savez, culture, dans le monde asiatique, la Chine est le nombril de ce monde asiatique. Les gens peuvent dire du mal autant qu'ils voudront de la Chine, mais c'est le centre du monde asiatique et il le restera. Alors, vous en parlez un petit peu à propos de Mao Tse-tung dans votre Oui, bon, livre. écoutez, moi, je me cache pas que je suis violemment anticommuniste, que ça plaise ou non. De ce fait, je n'aime pas Mao Tse-tung. Et je considère, comme la majorité des Chinois, que Mao Tse-tung a fait probablement 85% de mal, les famines, les tueries, mais il a fait un petit peu de bien qu'on ne peut pas s'empêcher d'évoquer. Moi, j'aime la Chine et j'aime les Chinois. Avant Mao Tse-tung, quand on est Chinois, on marche la tête baissée. Depuis Mao Tse-tung, quand on est Chinois, on reprend sa place et on marche la tête haute. Rien que pour ça, j'ai un tout petit quelque chose pour Mao Tse-tung, même si je hais le communisme. Oui, et malgré les millions de morts. Les dizaines de famines, millions de morts. les dizaines de millions. Et le mal terrible qu'il a fait tuer le président de la République, Liu Shaoqi. Il a déporté et transformé en ouvrier Deng Xiaoping, le fondateur véritable de la Chine moderne. Toute la transformation qu'il y a en Chine maintenant, tout ce progrès incroyable, on le doit à Deng Xiaoping. Sans Deng Xiaoping, la Chine serait l'ombre d'elle-même. Oui, d'ailleurs, Deng Xiaoping était de famille mandarinale, non? Oui, c'est de très bonne famille, oui. Et en plus de ça, c'était un pragmatique. Deng Xiaoping disait que le chat soit gris ou noir, peu importe s'il attrape les souris. Et lui, il a développé la Chine. Et il disait aussi devenir riche et glorieux. Oui. Et il a ouvert les portes et les fenêtres de la Chine, si bien que la Chine est maintenant la deuxième puissance mondiale, et avant 25 ans, sera la première puissance économique et militaire mondiale. Oh, mais nous allons en reparler, cher Jean Borel. Comment? Mais nous allons en reparler Ah, ça, j'en suis de sûr. la Chine. Mais
évoquons, puisqu'on fait le tour d'horizon de votre ouvrage, les armes de la guérilla. Oui. Parce que votre livre, les armes d'ailleurs, emblématiques, votre livre, voilà, développe, indique les différentes armes qui ont pu exister au XXe, mais vous anticipez, vous parlez également d'armes du futur. Ah, les armes du futur, c'est probablement pas la guérilla qui les aura, à moins qu'elle puisse les appeler. Quels sont les moyens, est-ce que vous pourriez nous... Je veux dire que la guérilla du futur aura quand même pas mal de travail sur le dos, parce que il y a des armes modernes qui sont gênantes pour la guérilla. Par exemple, vous avez les satellites qui permettent de voir tout ce qui se passe, sauf si on est caché par des forêts. Vous avez les drones, qui est l'arme peut-être la plus dangereuse pour les guérillas, sauf si là encore, ils disposent de grottes ou de montagnes. Et les drones, et qui dit drone, dit missiles. D'autant plus qu'on n'est pas obligé. Les missiles, les drones observent et lancent leurs missiles, mais ils peuvent encore avoir, les anti-guérillas peuvent avoir des gens sur place qui collent un gadget sur un lieu où se trouvent des rassemblements de la guérilla, lequel gadget dirigera les missiles droit sur leur cible. Donc, si vous voulez, la guérilla aura affaire à des armes nouvelles, mais il faudra qu'elle s'adapte. Bon, cela dit, la vieille Kalachnikov et le reste. C'est pour ça que pour le moment, si une guérilla a de grands espaces d'accès très difficiles, qui donnent un certain abri, comme les forêts, les grottes, les montagnes, et la guérilla, il lui faut quand même des armes, ils peuvent pas se battre avec des lance-pierres. L'arme de base, c'est quand même la vieille Kalachnikov, l'AK-47. Et ensuite, il faudrait quand même qu'ils aient ce qu'on appelle le RPG, c'est-à-dire le lance-grenade, qui peut détruire des véhicules, et surtout des hélicoptères qui volent bas et presque stationnaires. Avec un RPG, vous détruisez un hélicoptère. Et bien entendu, il vous faut une mitrailleuse. La mitrailleuse, moi, je pense que ce qu'on appelle le RPK est très bien, parce qu'il peut utiliser les chargeurs du Kalachnikov. C'est pas une arme à bande, le RPK, c'est une arme à chargeur. Donc, dans la pagaille d'une bagarre, vous pourriez à la rigueur récupérer des chargeurs de Kalachnikov et les utiliser sur un RPK. Et ensuite, le fin du fin, quand on peut se le procurer, c'est le SAM-7. Le SAM-7, le tuyau qu'on met sur l'épaule, qui peut faire tomber sans problème les hélicoptères et qui peut attaquer des avions lents lorsqu'ils arrivent sur vous ou des avions rapides lorsqu'ils vous présentent leur arrière. Donc c'est les 4 armes emblématiques de la guérilla, le Kalachnikov, le RPG-7, le RPK et le SAM-7. Et comme arme du futur, vous avez... Pour la guérilla ? Oui. Écoutez, ça, je ne sais pas ce qu'il y aura dans le futur, mais moi, je pense que dans le futur, il va y avoir des armes qu'on a à peine à imaginer. Par exemple, je pense beaucoup qu'il y aura des armes électromagnétiques qui vont paralyser, par exemple, les porte-avions. Il y aura des robots. Alors, les Américains, avec leur courage habituel et leurs guerriers très connus, envisagent de les remplacer par des robots. Ça risque moins, et surtout, on ne leur paye pas de pension. Ils ont donc massivement affaire à des robots. Ils sont en train de faire des robots. Ils veulent remplacer les hommes par des robots. Ils ont déjà beaucoup de difficultés à trouver des gens pour leur armée, puisqu'en dehors du lumpenprolétariat ou que des minorités ethniques, il n'y a pas personne qui veut combattre dans l'armée américaine, sauf des étrangers qui sont avides d'un passeport américain, qui s'engagent dans leur armée pour avoir un passeport. Alors, dans votre livre qui a été publié par les éditions Chiré, je précise, vous avez voulu réaliser une chronologie. Oui. C'est une chronologie historique, bien sûr. Du Vietnam. Du Vietnam. Mais vous l'avez voulu dans quel but? Pourquoi Eh bien, j'ai voulu expliquer que les Français, en espérant faire du Vietnam une colonie, leur principe, dès le début, était faussé. Un peuple qui a, pendant des siècles et des siècles et des siècles, a combattu un immense pays comme la Chine, souvent avec succès. C'était une imbécilité de croire dès le début qu'on pourrait les coloniser. Les Vietnamiens nous ont laissé venir parce qu'au début, dans le sud, on avait aidé un prince qui avait dû se sauver dans le sud, on l'avait aidé à reprendre son royaume, il s'agit de l'empereur Gialong. Mais tous ses descendants, et je dis bien tous ses descendants, étaient francophobes et antichrétiens, parce que justement Gialong, qui devait son trône aux Français, avait, si vous voulez, été trop francophile. Oui. Donc les Vietnamiens, avant tout, avant d'être communistes, ce sont des patriotes. Et en cela, je les respecte. Oui, on en revient justement à ce que je disais au départ. Patriotisme. Leur guérilla vous semblait en tout cas à la base le patriotisme, justifié. Non, le communisme. Ce qui les faisait se sacrifier, c'était la patrie.
Et les Français l'ont pas compris. Et si on avait compris ça, dès les années 1930, on aurait coopté la bourgeoisie éduquée vietnamienne, francophile, francophone. Alors, est-ce que votre raisonnement tient pour l'Algérie, par exemple? Est-ce que vous l'Algérie- considérez aussi que la guérilla l'Algérie- algérienne est légitime? Je dirais oui et non. Mais en Algérie, je pense que le million de personnes qu'on appelait les pieds noirs avaient également droit à ce territoire parce qu'ils étaient là depuis des générations. En Indochine, c'était pas le cas. Il y avait que quelques milliers d'Européens qui ne présentaient pas un problème de population. Mais en Algérie, il y avait 1 million de gens qui étaient là depuis 3 ou plus générations qui avaient droit eux aussi à l'existence. Alors prenons quelques exemples de guérillas actuelles. Oui. Quelles sont les guérillas que vous... Il y en a est-ce une que qui est vous très les situez embêtante. les plus importantes. Eh bien, Citez-nous les écoutez, plus importantes. moi je dirais tout de suite les plus importantes Oui, actuellement. et les plus embêtantes. Bon, eh ben, la plus importante, je vais aller en Inde. En Inde, il y a des guérillas qu'on appelle les Naxalites, qui se disent maoïstes, même s'ils sont vomis par la Chine. Or, ces gens-là, représentent un danger grandissant pour l'Inde, parce que si vous voyez ma carte, la carte, vous aurez... Est-ce que ce sont les mêmes qui ont renversé le roi du Népal? Ce ne sont pas les mêmes, mais c'est leurs amis. Alors, justement, la grande crainte... Alors par rapport à l'Inde. Eh ben, la grande crainte de l'Inde, c'est que les Naxalites, qui vont du sud, en passant par l'est de l'Inde, en remontant jusqu'au Népal, on les soupçonne d'avoir des liens avec les communistes du Népal. Mais ce n'est pas une certitude. Mais actuellement, si vous voyez la carte qui figure sur mon livre, Oui. vous verrez que les Naxalites occupent une part très importante de l'Inde et que le gouvernement indien, pour des raisons de politique politicienne intérieure, hésite et réticent à mettre, c'est le cas de le dire, à mettre le paquet militaire Oui, contre ces pour gens-là. la vaincre. La plupart du temps, ce sont des polices ou des forces paramilitaires qui font face aux guérillas naxalites. Mais alors, en quoi vous estimez que ça peut être très dangereux? Mais Non seulement pour l'avenir de l'Inde, mais pour l'avenir du monde. bon, écoutez, pour le monde, je sais pas, mais en ce qui concerne l'Inde, c'est quand même inquiétant parce que le Népal, ils ont fini par avoir pratiquement le pouvoir au Népal. Ah bah ils l'ont. Ils l'ont. Alors en Inde, regardez vous-même la carte, on dirait il y a un tiers du Et c'est territoire. un échec cuisant au Népal. Et c'est un échec cuisant. Très Et bien. les Indiens, aux Indes, les gens qui combattent la guérilla, 9 fois sur 10, ce sont des forces de police qui dépendent des États. Pas d'État central, des États. Naxalites, Oui. ces guérillas. Ce sont des Vous me maoïstes. dites ce sont des maoïstes. Des Mais, maoïstes. mais la Chine les soutient-elle? Pas du tout. La Chine les déteste. Ils n'ont rien à attendre de la Chine. La Chine n'est plus maoïste. Depuis le départ de Mao Tse-tung, depuis la venue n'oubliez jamais que tous les dirigeants chinois actuels ont souffert de Mao Tse-tung et de sa révolution culturelle. Oui. Donc, la Chine La actuelle... révolution culturelle et le grand bond en avant ont été des Ah ben catastrophes. ça, justement, voilà, il y a eu le grand bond en avant qui était une catastrophe. Et à ce moment-là, les dirigeants chinois communistes qui étaient quand même assez raisonnables, des types comme Liu Shaoqi, Xu Enlai, Deng Xiaoping, c'était des gens quand même qui étaient patriotes avant Oui. tout, qui se sont rendus compte que Mao les menait vers une fausse commune, et ils ont voulu propulser Mao vers le haut pour lui ôter tout pouvoir. Oui. Et c'est là que Mao, sentant le danger, et aimant surtout lui-même, Oui. a déclenché la révolution culturelle contre le Parti qui a communiste été une qui catastrophe. voulait le virer vers le haut. Oui. Donc les dirigeants chinois actuels n'ont rien de maoïste. Et quand ils se disent communistes, C'est ben, par nationalisme. c'est pas nationaliste, le communisme, il n'y croit plus. Je crois pas qu'il y a grand monde qui y croit maintenant en Chine. On enseigne encore le marxisme, Oh, léninisme, peut-être, oui. mais si vous, écoutez, moi je fais la comparaison avec le Mexique. Au Mexique, au début du XXe siècle, il y avait le Parti révolutionnaire institutionnel, qui était un parti à la gauche de Mélenchon, à la gauche du Parti communiste français. Et maintenant, c'est devenu un parti ultra-conservateur. Donc, d'un parti communiste d'il y a 100 ans, ou 80 ans, on peut en faire un parti conservateur qui s'appelle toujours communiste. La Chine n'a de rouge que la couleur de son drapeau. Et le mot communisme, c'est un ciment qui sert à la tenir ensemble. C'est tout. C'est pas autre chose. Alors, cette guérilla en Inde, Oui. vous pensez qu'elle a des chances de pouvoir aboutir à des changements Bah, en écoutez, tout cas, si, à polluer la si le politique gouvernement indien a bien fait quelque chose, il y a pas mal de bonnes écoles pour les militaires pour apprendre la lutte anti-guérilla. Il y a des États dans lesquels ils ont réussi à l'écraser. Mais je pense que si les Indiens se réveillent pas et font pas des choses drastiques, ils vont avoir de graves problèmes.
Vous écoutez Radio Courtoisie. Benoît Mancheron reçoit ce matin Jehan Morel pour nous parler de la guérilla à propos de son ouvrage Guérilla et contre-guérilla, théorie et pratique, qui est paru aux éditions de Chiré, un gros livre de 500 pages qui fait 33 €. Cette émission a été préenregistrée il y a 2 jours, donc à l'heure où vous nous écoutez, nous ne pouvons malheureusement pas recevoir vos messages. Alors Jean Morel, vous m'avez dit, je mets l'inaxalite en première position. Je suppose qu'il y en a donc d'autres. Et oui, hélas, tous ceux que tout le monde connaît et dont on parle souvent, les FARC. En Colombie, les FARC, c'est une des plus vieilles guérillas d'Amérique du Sud. Mais elle n'est pas plus ou moins écrétée maintenant. Il y a eu ils ont subi beaucoup de revers récents, surtout avec le président. Pas l'actuel, celui. Non, le précédent. Le précédent. Oui, j'arrive à. Ils leur ont porté des coups très durs. Très durs. Il y a beaucoup de leurs dirigeants qui ont été éliminés. Mais ils arrivent quand même à se maintenir parce que le nouveau président, le président actuel, a amélioré ses relations avec le Venezuela. Ah. Si bien que le Venezuela, maintenant, soutient moins les FARC qu'il faisait dans le passé. Et aussi, il y avait l'Équateur, qui était aussi assez favorable aux FARC, puisque le numéro 2 des FARC a été tué en territoire équatorien, pas très loin de la Colombie. Donc cette guérilla n'a pas été, est encore. Elle existe encore. Elle a reçu des revers sérieux, mais elle n'est pas du tout exterminée. Il y a une seconde guérilla en Colombie qu'on appelle l'ELN, qui s'est inspirée de la théologie de la libération, les chrétiens de l'ultra-gauche, les chrétiens de l'ultra-gauche, puisqu'ils ont été formés il y avait un prêtre avec eux, je crois que c'était le père Camillo. Il avait été pas Leonardo Boff. Non, Camillo. Enfin bon, il a été tué à son premier combat parce qu'il était plus fort en sciences divinatoires qu'en sciences militaires. Ah bon. Alors, autre guérilla, je suppose que les talibans alors là, les talibans, écoutez, c'en est quand même une, non? C'est le plat de résistance, les talibans. C'était les hors-d'œuvre. Maintenant, on va parler du plat de résistance. Alors là, les talibans. Mais il y en a d'autres, hein. Oui, il y en a d'autres, mais ça, c'est le plat de résistance. Alors, parlons des talibans. Eh bien, les talibans. Qui vivent quand même de narcotrafiquants, non? Oui. Ils l'avaient fait, ils avaient arraché les champs, ils ont replanté. En tout cas, lorsque les talibans étaient au pouvoir, les narcotiques étaient complètement bannis. Ils avaient arraché. Ils avaient arraché. Mais alors maintenant qu'ils sont à nouveau dans la guérilla. Eh bien, ils se financent comme ils peuvent. Mais pourquoi y a-t-il cette guerre qui s'éternise et que, comme toutes les autres guerres, les Américains vont perdre? Eh bien, parce que lorsque les Américains ont été en Afghanistan, ils ont fait tout ce qu'il fallait pas faire. D'abord, ils sont venus massivement. Un afflux massif d'incroyants, y compris de femmes, qui sont loin de suivre la mode des conservateurs. Donc, une arrivée massive de chrétiens en terre d'islam. En plus de ça, les talibans, avant d'être des Afghans ou des Pakistanais, appartiennent en grosse majorité, à l'ethnie Pashtun. Les Pashtuns représentent 40 à 45% des populations de l'Afghanistan et du Pakistan. Ils ont été écartelés par une frontière artificielle qui a eu lieu, je crois, dans les années 1900, la ligne Durand. Parce qu'à l'époque, le Pakistan, c'était l'Inde anglaise. Oui. Et c'est les Anglais qui ont imposé une frontière artificielle. Ah, c'est eux qui l'ont créée. Oui, la ligne Durand. Oui. Comme les Kurdes ont été écartelés entre plusieurs pays. Oui. C'est exactement le même problème. Ils n'ont toujours pas leur pays. Les Pashtuns souffrent de cet état de fait. Deuxièmement, les Pashtuns sont régis par un code de l'honneur très rigoureux qui prédate l'islam. Le Pashtun Wali. Le Pashtun Wali, c'est un code très rigoureux qui codifie tous les aspects de la vie, dont l'un qui dit que l'on est obligé, moralement, de donner asile au vaincu, à celui qui le demande. C'est l'une des raisons pour laquelle le Mollah Omar a donné, l'une seulement des raisons, a donné asile à M. Ben Laden. Ah, oui. Donc, les Américains... Donc, il l'avait aidé au demeurant. Qu'il l'avait au demeurant. Mais ça, vous savez, c'est une longue histoire.
N'oublions jamais que Ben Laden, à ses débuts, était le grand ami des Américains quand il s'agissait de lutter en Afghanistan contre les Soviétiques. Oui. Et c'est lorsque Ben Laden, en revenant en Arabie Saoudite, a constaté que dans les lieux saints de l'islam, il y avait des milliers de soldats incroyants, dont des femmes qui sont ce qu'elles sont, que Ben Laden a viré sa cutie. D'un ami, il est devenu un ennemi. Voilà l'histoire. Donc, au Pakistan, en Afghanistan, les Américains auraient dû réfléchir et se rendre compte que le but des talibans pashtuns et le but d'Al-Qaïda est absolument différent. Pour les Pashtuns, il y a 3 choses qui comptent. La première, c'est leur identité, leur ethnie, le Pashtun. La deuxième, c'est leur code de l'honneur, le Pashtun Wali. Et la troisième, c'est leur rejet de tous les étrangers sur leur terre, et surtout, et y compris, au comble de l'horreur, les non-croyants. Al-Qaïda est complètement différent. Je dirais qu'Al-Qaïda se battra jusqu'au dernier des Pashtuns. Comme les Américains sont prêts à se battre jusqu'au dernier des soldats pakistanais ou de leurs supplétifs européens. Donc, les Américains, au lieu d'écraser massivement des gens, parce qu'à chaque fois que vous faites une bavure, à chaque fois que vous tuez un innocent, vous envoyez 20 recrues pour la guérilla. Les Américains ont-ils voulu véritablement que l'Afghanistan entre en paix? On peut se poser la question. Ça, on peut se poser la question, parce que ça les arrange peut-être. L'assassinat de Massoud, la liquidation de Massoud, le fait qu'ils aient refusé de restaurer la monarchie Pashtun. Une présence américaine en Afghanistan serait très bien, parce que n'oubliez pas que l'Afghanistan a une petite frontière avec la Chine. Or, les Américains encerclent la Chine complètement. Que l'on parte du Kyrgyzstan, de la Corée, du Japon, d'Okinawa, de Taïwan, qui est une colonie américaine, et des Philippines, où ils font à peu près ce qu'ils veulent. Et qui maintenant... Il y a des intérêts géopolitiques à la présence des États-Unis L'Amérique est en train d'encercler complètement la Chine. Et l'Amérique se plaint que c'est la Chine qui a des visées hégémonistes. Oui. Alors, ça me fait franchement rigoler. Les Américains sont des gens qui veulent dominer le monde. C'est un pays... Des impérialistes. Ce sont des impérialistes dont la fourberie n'a d'égal que le cynisme brutal. Voilà ce que je pense des Américains. Donc, si les Américains vraiment avaient voulu régler la question du Pakistan, il aurait fallu, de l'Afghanistan, il aurait fallu, dès le début, dissocier les Pashtuns talibans d'Al-Qaïda. Et cela aurait été possible. Parce que déjà, vous savez, les Pashtuns n'aiment aucun des étrangers, même s'il s'agit des musulmans, même s'il s'agit des Ouzbeks musulmans, même s'il s'agit des Tadjiks musulmans, même s'il s'agit... Ils veulent être chez eux. Ils veulent être chez eux. Et alors, on aurait très bien pu exacerber ça, parce que si les Pashtuns pensent, ils sont musulmans, les Pashtuns, mais s'ils pensent qu'ils sont 100% en accord avec la charia, ils se trompent. Il y a des docteurs de la foi de la charia qui pensent qu'il y a des déviations dans le Pashtun Wali. De toute façon, le Pashtun Wali est antérieur et bien au droit antérieur musulman. à ça. Par exemple, l'islam condamne sans hésitation l'homosexualité. Je peux vous dire que les Pashtuns pratiquent ce qu'ils appellent le jeu du garçon. J'en parle dans mon livre. Si c'est pas de l'homosexualité, je sais pas ce que c'est. Or, l'islam dit que l'homosexuel sera mis à mort. Oui. Donc voilà déjà, si vous voulez, une divergence entre les Pashtuns. Je dis pas que tous les Pashtuns ont leurs petits garçons, mais beaucoup de Pashtuns apprécient les petits garçons. Ceci dit, ce sont des guerriers courageux, des gens honorables, mais ça, disons que c'est leur point faible. Oui, ils ne sont d'ailleurs pas les seuls. Si on allait aux États-Unis ou en France, ils auraient beaucoup de collègues. Alors, donc guérilla très importante qui se poursuit actuellement. Autre guérilla, quel autre plat de résistance pouvez-vous offrir à nos auditeurs? Eh bien, vous avez une guérilla. En Afrique vous savez, alors là, en Afrique, si on se mettait à suivre les guérillas africaines, alors là... Vous allez me dire que c'est celle d'Al-Qaïda qui est la plus importante, non? En Afrique, oui, Al-Qaïda au Maghreb islamique, bien sûr. Ah oui, oui, bien sûr. Mais ça, parce que ce sont tout de même eux qui, en ce moment, font au Mali, oui, bien sûr. Mais moi, quand vous parlez de guérilla, j'étais en train de penser à l'armée du Seigneur en Ouganda,
J'étais en train de penser aux bandes de l'ex-Congo belge qui sont endémiques et où le cannibalisme, les massacres, le trafic d'or, de tantalium est endémique. Bon, alors là, c'est... moi, je pense que dans l'ex-Congo belge, faut même pas y penser. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours, ça fait partie du décor. Oui. La plus préoccupante est quand même celle qui tourne autour de l'islam. Ah, d'Al-Qaïda, dans le Mali. Parce que mais si du vous salafisme, c'est là aussi, c'est encore ce sont du des salafistes. Mais alors, les salafistes, c'est toujours la même chose. Vous savez, les salafistes, le mot salaf vient du mot ancêtre. Ce sont des musulmans qui veulent revenir à la pureté de l'islam tel qu'il existait dans les 3 premières générations qui ont suivi le prophète. Que la paix soit sur lui. Mais il y a salafistes et salafistes. Il y a ceux qui se contentent de rechercher la pureté de la religion, comme on trouve en Arabie Saoudite. Il y a ceux qu'on appelle les modernistes qui, tout le temps, revenant en source, cherchent, si vous voulez, à modifier certaines choses. Et puis alors, vous avez des extrémistes qui, eux, sont une petite minorité. Moi, je maintiens que l'islam est une religion respectable, au même titre que la religion hébraïque, au même titre que le christianisme. C'est pas parce que quelques brebis galeuses donnent un mauvais nom à l'islam que l'islam est mauvais. Je répète, l'islam est une religion respectable. Bon, là, je quand crois il est pris, que certains dans auditeurs sa pureté. Parce que voyez-vous, certaines personnes qui se disent musulmans chez nous, s'ils suivaient rigoureusement le Coran, ils ne se livreraient pas à la violence, ni au viol, ni à la drogue. Dans la charia, on coupe la main aux voleurs. Non, et puis il est certain qu'en principe, donc c'est pas parce qu'il y a ils ne boivent pas, en principe. C'est pas parce qu'il y a quelques brebis galeuses dans une religion qu'il faut dire ils sont tous des brebis galeuses. Oui, mais vous savez que beaucoup ont disserté sur cette antenne du contenu même du Coran qui est extrêmement ambivalent. Le Coran est peut-être ambivalent, mais plus. Moi je disais encore à votre collègue, Monsieur Ratier, je lui disais que il y a une sourate du Coran qui dit que le sang de l'innocent pèse plus lourd que le sang du martyr. Donc, quand des gens d'Al-Qaïda tuent des innocents, ils se mettent hors du Coran et contre le Coran. Oui, mais il faut leur opposer le Coran, ces gens-là. Oui, mais la définition de l'innocent, l'innocent, s'ils tuent des incroyants, ils tuent pas des innocents. Non, justement, dans le Coran, il est dit qu'on ne peut pas forcer les gens à accepter une autre religion. C'est dans le Coran. Mais il faut ressortir tous ces sourates-là. Mais on leur donne un statut de dhimmi. De quoi? On leur donne un sous-statut. Là où ils ont le pouvoir, effectivement, on a le statut de dhimmi. Il faut quand même être réaliste. Il n'y a pas de cathédrale en Arabie Saoudite. Je l'accepte. Non, ni de temple bouddhique d'ailleurs. Je suis absolument d'accord. Je vous suis absolument d'accord. Je suis absolument d'accord là-dessus. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que l'islam ne tolère pas des choses que font les gens d'Al-Qaïda. Oui. Certainement je comprends très bien ce que... Le truc de Dhimli, c'est autre chose, mais ce que je veux dire, c'est que le voleur, on lui coupe la main, et l'innocent, on ne doit pas le tuer. Or, il y a des gens d'Al-Qaïda qui tuent des innocents. La Chine a aussi subi des aussi... guérillas parce que non, la Chine n'a pas de dans la fameuse province du Xinjiang. Là, oh mais non, alors là, écoutez, alors là, j'ai pas peur pour ça. Hein. Ah ben non, mais je vous interroge pour ça. Non, la Chine, Dieu merci, dépense plus pour sa sécurité intérieure. C'est pas la France, la Chine. Elle dépense plus pour sa sécurité intérieure, pour sa sécurité extérieure. Donc, les gens du Xinjiang, ils peuvent montrer un certain mécontentement, mais ça sera très vite réglé. C'est pas le problème, c'est pas un problème le Xinjiang. Ni le Xinjiang, ni le Tibet, ni la province renégate de Taïwan. Ah, vous dites renégate. Renégate. oui. Ce sont des renégats vendus aux Américains. Oh, bah c'était Chiang Kai-shek quand même. Ah, Chiang Kai-shek était très bien. Et pourquoi croyez-vous? Vous allez quand même pas me critiquer mais Chiang Kai-shek. Pourquoi justement j'aime beaucoup Chiang Kai-shek? Et pourquoi Chiang Kai-shek a-t-il perdu le pouvoir? Parce qu'entre 1947 et 1949, Chiang Kai-shek refusait de se courber devant le général américain qu'on appelait Vinegar Joe. Et les Américains de 47 à 49 ont coupé les munitions à Chiang Kai-shek. Est-ce qu'ils ont été jusqu'à aider Mao Tse-tung? Il y en avait qui voulaient l'aider. Mais ils l'ont pas aidé. Ils l'ont pas fait, quand même. Pas matériellement, mais il y en avait un qui voulait traiter avec. Je crois que c'était un ambassadeur qui s'appelait, j'ai oublié son nom, Hurley ou Turley ou quelque chose. Mao Tse-tung avait des partisans chez les Américains. Alors oui, donc vous disiez qu'ils avaient coupé les vivres, c'est la raison pour laquelle... une des grandes, il y a eu également la corruption, mais lui, Chiang Kai-shek n'était pas corrompu. Chiang Kai-shek était un type absolument propre, qui avait le malheur d'avoir une famille dont certains éléments étaient très corrompus. La femme de Chiang Kai-shek s'appelait Sung Mei-ling. Elle n'aimait pas l'argent, mais elle aimait le pouvoir. Elle avait beaucoup d'influence.
Ah, sur Chiang Kai-shek, bien entendu. Surtout, c'était elle qui parlait anglais et qui avait les relations avec les Américains. Oui. Mais Chiang Kai-shek avait une belle-sœur, Sung Ching-ling, qui était la femme de Sun Yat-sen et qui faisait partie du Kuomintang pro-communiste et qui est donc mort tranquillement à Pékin. Et surtout, elle avait sa grande sœur, Sung Hai-ling, qui ne vivait que pour l'argent et qui était mariée avec le banquier H. Kuhn, qui à un moment donné contrôlait la banque des fermiers en Chine, qui était la personne la plus corrompue qu'on aurait pu trouver. Et elle avait un frère qui n'était pas mal non plus. Non, mais vous dressez pas un très bon portrait pour Chiang Kai-shek. Lui-même était impeccable. Oui. C'est comme le docteur Sun Yat-sen, c'est pareil. Mais le fils de Sun Yat-sen, Sun Pho, il était... oui. Vous savez, un père peut être absolument pur et avoir des enfants pourris. Il y en a en Chine actuellement que je citerai pas. Parmi les personnalités chinoises que j'admire le plus, il y en a un qui a des enfants complètement pourris. Je dirais pas qui c'est parce que j'aime trop le père. D'accord. Même s'il est mort. Vous vivez en Chine vous-même? Oui, je vis dans une région chinoise, oui. Voilà. Dans une région un peu, on dira autonome. Autonome, complètement. Oui, comme ça, nos auditeurs le dans laquelle les Américains sont très actifs pour continuer leur sale action de déstabilisation de la Chine. Vous croyez véritablement? Oh oui, je ne crois pas, j'en ai la certitude. Mais est-ce qu'ils vont jusqu'à aider des guérillas contre la Chine? Écoutez, ils l'ont fait dans le passé. Non, mais actuellement. Écoutez, il n'y en a pas vraiment. Écoutez, ils les aident peut-être pas avec des fusils, mais c'est plutôt la guerre économique. Tout ce qui est opposé à la Chine reçoit de l'aide des Américains. Le Falun Gong, qu'est-ce que c'est si c'est pas une création des Américains? Le Dalai Lama, qu'est-ce que c'est? Les fameux virus informatiques. Le Stuxnet. Oui. Mais oui, parce qu'on accuse beaucoup la Chine de créer ces virus informatiques. Pensez-vous? Écoutez, ça a détruit les trucs atomiques, les centrifugeuses de l'Iran. Qui pensez-vous qui a pu faire ça? Oh, je crois le deviner. Non, ça pourrait être les Américains, mais comme ils sont trop bêtes, il faut chercher les amis intelligents des Américains. Bon, ne cherchez pas plus loin. Vous m'avez compris. Je vous ai compris, vous m'avez compris. D'ailleurs, puisque vous m'emmenez dans cette région du monde, notre tour d'horizon va continuer. Parlons de la guérilla en Terre Sainte. En Terre Sainte. Ah, mais oui, mais alors là, c'est difficile d'en parler. C'est extrêmement difficile d'en parler parce que vous voyez... Parlez-en avec prudence si vous avez pris parti. Avec prudence, la guérilla en Terre Sainte, on se trouve là devant la quadrature du cercle. Vous avez des gens qui étaient là depuis des siècles et des siècles qui disent « on m'a pris ma terre ». Et vous avez des gens qui étaient là il y a des milliers d'années qui disent « on m'a pris ta terre ». Alors là, c'est vraiment très difficile. Oui, non mais le jugement de Salomon. Non mais là, je comprends très bien. Là, vous vous prononcez sur le fond, mais sur la forme de cette guérilla, est-ce que vous pensez que toutes les forces en présence, que vous allez nous décrire d'ailleurs, toutes les forces en présence qui veulent une autonomie palestinienne, dirons-nous, un redécoupage des terres là-bas, ont une chance d'y arriver? En dehors même des questions politiques. C'est un peu embêtant. Moi, vous savez, je suis complètement neutre dans cette affaire parce que je comprends les Juifs et je comprends les Arabes. Oui, d'accord. Je les respecte tous les deux et je trouve que c'est une situation tragique. Oui. On peut pas donner. Mais il y a bien une guérilla là-bas. Vous appelez ça? Oui, une guérilla sporadique, mais il y en a une. C'est quelque chose de très tragique parce que les Juifs ont droit à un pays. Oui. Et les Arabes aussi. Donc c'est quelque chose, moi vous me demandez ça, c'est un peu comme si vous me demandiez, vous mettiez en présence du jugement de Salomon. Non, je vous demande pas de prendre parti. Je peux pas prendre parti parce que c'est trop difficile. Au nom de la morale. Simplement, de me dire si vous considérez que certaines guérillas de là-bas ont aujourd'hui une place éminente dans l'avenir du monde. Enfin, pour déterminer l'avenir du monde. Pour le moment, je pense pas qu'elles ont quand même un avenir éminent pour le futur du monde, mais si un jour, par exemple, les États-Unis étaient en grande position de faiblesse, à ce moment-là, il serait possible qu'Israël ait certains problèmes, parce que vous savez que, je crois que c'est pendant la guerre du Yom Kippour, les obus qui tiraient à la fin de la guerre n'étaient pas encore en Israël au début de la guerre. Donc si l'Amérique était en grande difficulté de par un conflit avec ses amis mortels, il est probable qu'Israël aurait des problèmes. Bon, donc moi je suis complètement neutre dans cette affaire parce que c'est trop pénible, c'est trop triste on peut pas trancher dans un problème comme ça. Nous avons donc passé en revue les 5 continents. À peu près. L'Afrique, comme vous dites, à part ce qui se passe au Mali, n'en parlons pas. Le reste de l'Afrique, bon, il y aura toujours des trucs comme ça, il y aura du cannibalisme, tout ce que vous pouvez imaginer, des trafics de métaux précieux, j'en parle en détail là-dedans. Vous écoutez Radio Courtoisie. Benoît Mancheron reçoit ce matin Jehan Morel pour discuter autour de
Guérilla et contre-guérilla, théorie et pratique, paru aux éditions de Chiré. Et à l'heure où vous nous écoutez, Monsieur Morel est dans l'avion pour rejoindre son lointain pays. Jean Morel, vous consacrez une très large partie de votre livre à nous décrire l'organisation de la guérilla, enfin la manière dont procéder pour l'établir, la concevoir. Alors on pourrait vous faire le reproche, on pourrait vous dire, dites donc, vous donnez des armes même à vos propres ennemis. Là. Mais mes propres amis un jour peuvent se trouver dans une position d'être en position de guérilla. Si un jour mes amis... Vous avez parfaitement compris là où je voulais vous mener. Si un jour mes propres amis se trouvaient submergés, dans une hypothèse comme celle du camp des Saints par exemple, ils seraient bien contents de savoir comment on procède à une guérilla. Donc j'ai pas pensé seulement à mes ennemis. Mes ennemis, j'ai pensé qu'ils n'ont pas besoin de Jean Morel. Vous avez pensé à l'Europe. Vous avez beau vivre loin, vous pensez à l'avenir de l'Europe. Écoutez, il va y avoir probablement une grande montée des eaux, il va y avoir des cataclysmes climatiques qui vont emmener des raz-de-marée de populations extra-européennes qui risquent de poser des problèmes certains à ceux qui se trouveront dans des zones épargnées. Et vous pensez donc que l'Europe, l'avenir de la guérilla en Europe, elle a un bel avenir là comme ailleurs. Elle a un bel avenir. Là comme ailleurs. Vous donnez des conseils à ce propos, puisque vous disiez tout à l'heure que vous preniez comme modèle la Chine, comme pour son homogénéité, non seulement pour son homogénéité. Il est possible. Il est probable d'administration, mais surtout de gouvernement. Enfin, est-ce que vous considérez que on peut dire le talon d'Achille de l'Europe vient justement de cette hétérogénéité qu'on promeut? Moi, je ne considère pas que c'est un talon d'Achille. Moi, je pense que c'est encore plus grave que ça. Le Japon est japonais, la Chine est chinoise, l'Inde est indienne. L'Europe est-elle européenne? C'est ma question. Et vous pensez qu'il y a derrière cela des intérêts, on a parlé de l'impérialisme américain. Vous croyez que l'intérêt des États-Unis est justement d'affaiblir l'Europe? Mais moi, je pense que principal concurrent au fond, non, avec mais la je Chine. Pense, non, l'Europe ne sera jamais concurrent des Américains. L'Europe veut maintenir, les Américains veulent maintenir l'Europe dans un état de vassalité. Et la seule chose qui pourrait sortir l'Europe de ce futur bien noir, ça serait l'Eurasie, c'est-à-dire une alliance avec la Chine et la Russie. Dès que l'Europe sera avec la Chine et la Russie, on n'a absolument pas besoin des Américains. Mais vous avez vu la manière dont justement on diabolise la Russie, la manière dont en Europe on diabolise et la Russie et la Chine. Et comme qui par diabolise hasard. Les médias sont aux mains de qui, s'il vous plaît? Le secrétariat d'État américain, en tout cas ceux qui manipulent les Américains manipulent les médias. Oui. Mais alors des forces d'argent, entre autres. Entre autres. Et des intérêts uniquement religieux. Qui n'en ont rien à foutre de l'Europe. Oui. Donc, en fait, vous avez écrit votre livre en pensant à ça. J'ai pensé que dans 25, 30, 40 ans, quand il y aura des gens dans les Alpes ou dans les Pyrénées, ils liront mon livre, ils diront, ce vieux fou-là, il nous a bien rendu service. Vous avez un tempérament de résistant. Moi, quand je me bats, je veux gagner. J'ai jamais été un perdant. Et je veux pas perdre l'honneur. Et ne me dites pas tout de même que vous avez choisi l'exil pour ne pas perdre l'honneur. C'est exactement ça. J'ai décidé de vivre au milieu d'une race blanche, les Chinois, et civilisée. Mes descendants sont blancs et civilisés. Je tire un rideau et je m'en vais de l'Europe. Oui, puisque vous avez même fondé une famille là-bas. J'ai fondé une famille franco-chinoise. Mes descendants, déjà mes petits-enfants sont pratiquement des Chinois. Donc on a tiré le rideau sur l'Europe. J'imagine que vous parlez parfaitement le chinois. Je parle pas parfaitement, mais grâce à ma femme, disons que je comprends pas mal, et puis que surtout je comprends la psychologie des Chinois, qui me ressemble beaucoup plus que les Européens. Parce que les Chinois, c'est pas des losers. Excusez-moi, je parle anglais. Ce sont pas des perdants, ce sont des gagnants, les Chinois. Et vous avez vu leur place, enfin l'importance qu'ils sont en train de prendre, non seulement dans la spatiale. Ils ont qu'une place, c'est la première. La Chine s'est éveillée. Par rapport au bras de fer qui les oppose en ce moment, là je fais plutôt de la géostratégie que de la guérilla. Enfin bon, je parle plutôt de géostratégie, mais qui les oppose au Japon en ce moment. Le Japon, ce sont les valets des Américains. Et croyez-moi, les Japonais vont faire très attention. Ce ne sont pas les valets volontaires. Enfin, ce sont les valets forcés. Ils ont perdu la guerre. Écoutez, les Américains leur ont jeté 2 bombes atomiques sur la figure. Maintenant, ils leur servent de valets. Mais ils n'ont pas beaucoup de courage, les Japonais. Moi, si j'étais japonais, je ferais jamais ça.
Et vous croyez que la Chine s'en souvient? Enfin, vous pensez que la Chine a oublié Nankin, qu'on leur a tué 400 000 personnes? Les Chinois, les Japonais ont ravagé la Chine. Aujourd'hui encore, les Chinois, dans le fond de leur cœur, ils ont la haine des Japonais. Et je les comprends. Notamment de ce qui s'était passé en Mandchourie Mandchourie et surtout Nankin. Ça a été un véritable génocide à Nankin. Parce que les Japonais ont toujours considéré un peu les Chinois avec hauteur. Avec hauteur. Alors que eux, c'est eux les nains. D'ailleurs, les Chinois les appellent les nains. En chinois. Et on peut même dire que le Japon se tire son écriture de la Chine. Enfin. Mais le Vietnam, la Corée, le Japon, ce sont, si vous voulez, dans la réalité, en fait, culturellement, des colonies chinoises. Alors pourquoi c'est ce bras de fer en ce moment entre la Chine et le Japon? Mais parce que les Américains poussent les Japonais. Les Américains qui sont en train de se battre jusqu'au dernier soldat pakistanais contre Al-Qaïda vont se battre jusqu'au dernier soldat japonais contre la Chine. Puisqu'en Amérique, il n'y a plus personne qui veut combattre. Vous croyez qu'en tout cas, actuellement, c'est le concurrent... les Américains, ils battent le rappel de tout ce qu'ils peuvent pour opposer à la Chine. On jette les Japonais dessus, on essaiera de jeter les Sud-Coréens qui sont Pour le moment, ils n'ont pas jeté de guérilla, justement. Ah ben non, ça, ils peuvent pas. Mais vous foutriez une guérilla contre la Chine, mais un peu écraser le Japon en 48 heures. Est-ce que vous estimez que ce qui s'est passé place Tiananmen a été largement, justement, ourdi par les Américains? C'est une manipulation des Américains. Les types, ils avaient des longs cheveux, ils chantaient du pop music. C'est une manipulation des Américains. Et si les étudiants de Tiananmen avaient gagné, la Chine serait tombée dans l'escarcelle des Américains. On parle pas beaucoup. Alors on comme a diabolisé les Chinois, mais les Chinois, en écrasant une poignée d'étudiants... L'ambassadeur de Chine doit être ravi de vous entendre. Les Chinois, eux, il m'entendra pas, il écoute pas Radio Courtoisie, je pense pas. Oh, ça, vous ne savez pas. Mais moi, je vais vous dire une chose. Les Chinois ont peut-être écrasé une poignée d'étudiants, mais en faisant ça, ils ont sauvé et la Chine, et l'âme de la Chine, et la patrie chinoise. Vous voulez dire par là que c'est ce qu'aurait dû faire Louis XVI avec ses révolutionnaires? C'est ce que j'aurais fait. Écoutez, c'est tout à fait extraordinaire de vous entendre justement pour nous évoquer une telle pensée alternative, complètement alternative, voire révolutionnaire. C'est pour ça que j'ai changé de continent. Vous écoutez Radio Courtoisie. Jean Morel nous parle aujourd'hui de guérilla et contre-guérilla, théorie et pratique. Son ouvrage paru aux éditions de Chiré. Alors évidemment, je suis très malheureux parce que vous constatez qu'on est à peine au début du sujet, que le temps passe si vite qu'il nous reste plus que 5 minutes. Donc, après tout, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez souligner à propos de votre livre aux auditeurs? Est-ce que vous avez un point qui vous tienne à cœur, en dehors de ce qu'on vient d'évoquer, évidemment, d'essentiel? Le point qui me tenait à cœur, c'est qu'il y a beaucoup de militaires qui refusent d'appréhender ce qu'est la guérilla. Et il y a beaucoup de militaires, surtout les professionnels, surtout les traditionnels, qui veulent soigner la guérilla comme on soignerait une maladie contagieuse en mettant du sparadrap et de l'eau, oxygénée. Oui, ou de la Donc les militaires sont complètement à côté de la plaque. Une guerre contre-révolutionnaire, on la gagne pas en occupant le terrain. Une guerre contre-révolutionnaire, on la gagne de deux façons. En coupant les guérillas de la population et ensuite en capturant le cœur et l'esprit du peuple. On peut gagner des batailles avec des armes, on gagne ou on perd une guerre de guérilla avec le cœur et l'esprit des populations. Lyautey l'avait compris, Trinquier l'avait compris et d'autres bien encore. Mais ce sont des minorités qui n'ont pas fait école malheureusement. Non, et là, on peut dire même que la France, de ce point de vue-là, est restée complètement à côté, en tout cas politiquement, des décisions qu'il aurait fallu prendre. Comme je l'ai dit à M. Ratier, l'homme de la guérilla, par rapport aux militaires à gants blancs, sabres et bandes de commandement, c'est ce qu'est le braconnier par rapport au chasseur. Les bases, vous insistez beaucoup sur l'importance de la communication et des moyens de communication. Très important. Voilà. Pour coordonner les actions et réagir rapidement. Oui. Jamais, justement, les moyens de communication n'ont été aussi développés aujourd'hui. Mais est-ce que finalement, ça ne se retourne pas contre les guérillas en général? Effectivement, c'est une arme à deux tranchants, mais c'est pas pour ça qu'il faut s'en priver. On dit bien que le simple portable permet de repérer exactement. Un homme au milieu de la jungle. Ah oui, et puis il y a eu un général tchétchène, enfin un général rebelle tchétchène, qui grâce à son portable a reçu un missile en plein sur la tête. Donc c'est très dangereux les portables.
Donc en tout cas, ce que vous appelez autrefois les mulatiers, c'est ça? Parce que vous savez, vous dites que quand on organise une guérilla, il faut qu'il y ait dans les moyens de communication, il faut qu'il y ait des moyens terrestres, des mulets. Ah, des mulets ou des chevaux, pourquoi pas? Oui. Parce qu'une guérilla, pour bien fonctionner, elle doit avoir des terrains extrêmement difficiles et si possible couverts de forêt. Mais c'est pas avec une Jeep que vous irez là-dedans, il vous faut un cheval. Moi, je préconise dans mon organisation que les agents de transmission fonctionnent à cheval. Oui. Et pour transporter les choses dans la jungle ou dans les montagnes, il faut des mulets. Oui, c'est pour ça que j'en parlais, parce que j'ai constaté que vous mêliez à la fois les moyens ultramodernes de communication et des moyens beaucoup Là plus encore, traditionnels. La sainte fin justifie les saints moyens. Alors, on aurait pu parler aussi de l'importance des femmes. Ah, mais c'est très bon, les femmes. C'est très bon. On peut s'en servir de multiples façons, les femmes. D'abord, pour obtenir le mot s'en servir, attention. Pour obtenir des informations, c'est très bon. Oui. Pour infiltrer l'ennemi. Oui. Pour attirer quelques faibles éléments ennemis. Quand ils sont au milieu de leurs ébats, on peut les faire passer de vie à trépas, prendre leurs armes et leurs uniformes, ou on peut les faire prisonniers. Les prisonniers, c'est une excellente monnaie d'échange. Oui. D'ailleurs, c'est aussi vieux que l'Ancien Testament. Hein. C'est aussi vieux que l'Ancien Testament. Véronique va nous rappeler les coordonnées de ce livre en détail. Guérilla au singulier, guérilla et contre-guérilla, théorie et pratique, de Jehan Morel, donc M-O-R-E-L, aux éditions de Chiré, 500 pages et 33 €. Et on peut le commander donc à la DPF 86 190 Absolument, Chiré en Montreuil, le trouver à Duquesne, le trouver à France Livre, enfin et dans toutes les bonnes librairies. On peut le trouver à Duquesne et à la librairie Facta. Voilà. Et je disais que c'était un gros ouvrage de près de 500 pages. Avec carte, index, vendu relativement peu cher, puisqu'il est à 33 €. Ah oui, et qu'il a de fort belles photos couleurs. Et je voudrais ajouter que par respect pour les anciens militaires, que mon livre intéressera, j'ai abandonné tous mes droits d'auteur. Je ne toucherai pas un centime. Ce livre sera vendu 33 € alors qu'il aurait été vendu 39 €. Bon, eh bien, remercions les auditeurs. De leur part, merci. De nous avoir écoutés. Jean Morel, merci d'avoir entretenu toutes ces questions. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre les livres du jour au fil des pages, dirigés par Benoît Moncheron, assisté de Véronique, émission préenregistrée le 24 septembre 2012, diffusée pour la première fois le mercredi 26 septembre 2012 de 10h45 à 11h45, puis l'après-midi de 14h à 15h, le jeudi 27 septembre de 6h à 7h et samedi 29 septembre de 18h à 19h. Cette émission a été réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ces livres du jour. Commandez la cassette pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.